T'es passionné d'enquête criminelle, d'histoire et tu t'intéresses au nord de la France, alors accroche-toi parce que je vais t'embarquer dans une affaire mythique, celle de Bruyères-en-Artois. Un véritable feuilleton aux personnages hauts en couleur sur fond de lutte des classes, le tout une décennie avant l'histoire du petit Grégory. Mais avant de commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'était pas trop prévu à la base, mais à force de le voir demander sur TikTok, j'ai décidé de sauter le pas. Je vais continuer de poster mes séries par mini-épisodes sur TikTok en avant-première et à chaque fois que j'en aurai fini une, je posterai la version intégrale ici. Et c'est pas pour me déplaire parce qu'avec le format horizontal, je vais pouvoir faire des images de bien meilleure qualité, puis ça pourrait être une bonne solution pour toucher de nouveaux publics. Je vais aussi uploader mes anciennes séries chaque fois que j'aurai le temps. En attendant d'avoir vos premiers retours, je vous laisse avec la vidéo. 5 avril 1972. Orange Mécanique est en salle, Véronique Sanson sur les ondes, Pompidou planche à l'Elysée, tandis qu'Abba travaille sur ses premiers titres. Mais bien loin de Stockholm, dans le coron de Bruyères-en-Artois, petite ville minière près de Béthune, la jeune Brigitte a d'autres projets. Vers 17h30, elle quitte sa maison de la rue de la Comté pour aller dormir chez sa grand-mère, qui habite à quelques centaines de mètres de là. Pour y aller, il suffit de traverser le terrain vague séparant le coron du quartier aisé de la ville. En chemin, elle croise sa copine Micheline et Jean-Pierre, un de ses voisins. Elle discute avec eux tout en mangeant une orange. Vers 19h40, la jeune fille est aperçue rue de Rancicourt, juste à côté du terrain vague. Elle discute avec un homme vêtu d'un col roulé. On voit pas qui c'est, mais bon, elle a l'air de le connaître. Et c'est la dernière fois que l'on voit Brigitte vivante. Quelques minutes plus tard, aux alentours de 20h10, Chantal, une infirmière, rentre du travail. Elle habite rue de Rancicourt et elle est agacée parce qu'elle voit une Peugeot 504 blanche garée devant chez elle, au niveau du terrain vague. Sur le coup, elle va se garer plus loin, mais plus tard dans la soirée, elle se rend compte que la voiture est toujours là. Alors elle s'approche avec sa lampe torche et elle relève le numéro d'immatriculation. Le lendemain après-midi, un petit groupe d'enfants joue au foot sur le terrain vague. Les garçons se font des passes jusqu'à ce que le ballon atterrisse trop loin, du côté de la haie de Madame Mayer. Et c'est là qu'ils tombent sur Brigitte, du moins ce qu'il en reste. Attention, je vais donner quelques détails, donc âme sensible s'abstenir. La jeune fille est allongée sur le dos, à moitié dénudée, et ses jambes sont dissimulées sous un vieux pneu. Dans la demi-heure, tout le coron est au courant, et quand la police arrive sur place, c'est toute une foule qui s'est amassée autour du cadavre. Brigitte est rapidement identifiée. Son petit frère Philippe faisait partie des enfants, et son père Léon, il a tout de suite reconnu sa chemise. Ses vêtements ont en effet été disséminés autour d'elle, ce qui laisse penser à une mise en scène. D'ailleurs, le légiste conclut que Brigitte a été déposée sur le terrain vague après sa mort. La cause du décès, l'étranglement, causé par un lien souple, probablement un foulard. On note aussi qu'elle a été violemment frappée derrière la tête et qu'elle a subi quelques coupures. Grâce au niveau de digestion de l'orange retrouvé dans son estomac, on estime que Brigitte serait morte entre 20h et 20h30, quelques minutes après son passage par la rue de Rancicourt. On ouvre tout de suite une enquête et on nomme un juge d'instruction dont croyez-moi vous allez retenir le nom, Henri Pascal, qui a l'air tout mignon entre sa petite taille, ses lunettes, sa figure ronde, mais c'est surtout un homme doté d'une volonté de fer. D'origine modeste, Pascal est un des premiers adhérents du syndicat de la magistrature et il a une vision de la justice toute personnelle. Mais pour l'heure, on va revenir à l'enquête. La police trouve quelques témoins et parvient à reconstituer la dernière journée de Brigitte. Comme je vous le disais, on l'a aperçue pour la dernière fois un peu avant 20h rue de Rancicourt. Et c'était dans cette même rue qu'une des voisines s'était plainte de la présence d'une Peugeot 504 blanche au niveau du terrain vague. Quand on sait que notre victime était là au même moment que la voiture et qu'elle est morte quelques minutes plus tard, ça semble logique de retrouver le propriétaire de la 504. Et il faut pas chercher bien loin. Elle appartient à Pierre Leroy, le notaire de Bruay. Leroy, tout le monde le connaît en ville, c'est un peu un notable. Il a pas l'air bien méchant, mais bon, quitte à éliminer une piste, on le convoque pour un interrogatoire de routine. Vu qu'il avait son étude rue de la République, à l'autre bout du terrain vague, et qu'il habite pas dans le quartier, les enquêteurs lui demandent ce qu'il faisait là. Et là, bizarrement, Leroy est très nerveux. Il finit par avouer qu'il entretient une liaison avec Monique Béguin-Mayer, une femme mariée qui possède une énorme propriété qui longe le terrain vague. Et pour ne pas avoir à donner de détails, il donne des versions toutes plus contradictoires les unes que les autres. Il dit qu'il est arrivé à 20h30 alors qu'il était là à 20h10, qu'il s'est garé là pour passer par le jardin alors qu'avant ça il s'est jamais privé de passer par la grande porte, qu'il est passé chez lui avant pour se changer. Ah mais non, en fait, il est resté garé plusieurs minutes pour écouter de la musique. Autant de mensonges qui accumulés lui donnent l'air franchement suspect. Et si c'était lui, l'homme au col roulé avec qui Brigitte avait parlé juste avant sa mort? Avec ses petits mensonges, Pierre Leroy apparaît aussitôt comme le coupable idéal aux yeux de l'opinion publique. Faut dire que le bougre a mal choisi son moment. 4 ans après mai 68, un notaire soupçonné du meurtre d'une fille de mineure, ça attire l'attention de la gauche prolétarienne. Un mouvement révolutionnaire qui y voit une métaphore de la lutte des classes. Il débarque direct à Bruay et il crée un comité pour la vérité et la justice. Ils abreuvent la population locale de leurs discours, tiennent un stand où ils mettent à disposition des cahiers d'expression libre dans lesquels le voisinage crache toute sa haine du notaire, des cahiers soigneusement lus par le juge d'instruction
Henri Pascal, qui mène son enquête de manière très engagée et très partisane. Avec le roi dans son viseur, il s'imagine en David contre Goliath, défenseur de la veuve et de l'orphelin, combattant le système et la bourgeoisie. Il cherche pas plus loin, le 13 avril, il inculpe le notaire pour le meurtre de Brigitte. Et vu que décidément les planètes sont alignées, les médias vont raffoler de ce scénario et de ce juge Pascal qui se prive pas de tout commenter et de livrer les moindres détails de l'enquête. Bruay en Artois, c'est la toute première affaire que la presse et la télévision vont couvrir comme un feuilleton, décortiquant les moindres détails de l'instruction et de la vie du notaire. Peu à peu, l'étau se referme sur Pierre le Roi. Quand le 27 avril, on organise une première reconstitution, le notaire est hué par la foule et harcelé par les médias. Le souci, c'est qu'à part son emploi du temps un peu bancal le soir du meurtre, le juge Pascal n'a aucune preuve à part ce qu'il appelle un faisceau de présomptions graves et accordantes. D'ailleurs, le témoin qui avait vu Brigitte discuter avec un homme à col roulé quelques minutes avant sa mort affirme lors de cette reconstitution que ça peut pas être le roi parce qu'il est trop corpulent. Le procureur demande alors à Pascal de le libérer, mais ça fait que renforcer la conviction de l'opinion publique. C'est un bourgeois, il a des contacts, il va s'en sortir. Pour en rajouter une couche, la Cause du Peuple, le journal de la gauche prolétarienne, profite du 1er mai pour sortir un article intitulé « Et maintenant il massacre nos enfants », dans lequel il dénonce une justice de classe et demande carrément la tête de le roi. Violent. Sans surprise, le petit juge Pascal refuse de laisser sortir le roi qui continue de nier sa culpabilité, et contre qui on n'a toujours pas de preuves. Et quelques jours plus tard, un second suspect va lui tenir compagnie sur le banc des accusés. Le 4 mai, les légistes livrent un nouveau rapport indiquant la présence de traces de doigts sur les poignets et les chevilles de la victime, qui suggère que Brigitte a été transportée par 2 personnes. Étant donné que Pierre le Roi s'est égaré rue de Ranchicourt pour rejoindre sa maîtresse, Monique Béguin-Mayer, et que le corps a été retrouvé sur le terrain vague juste à côté de sa haie, une haie qui entoure une magnifique villa, on commence à s'attaquer à Monique aussi. D'ailleurs, Henri Pascal agit exactement de la même manière avec elle. Un témoin de dernière minute débarque en disant que ce soir-là, il a vu une femme aux cheveux courts au volant de la voiture de le roi. On la convoque à une seconde reconstitution où elle n'est pas formellement identifiée, et ça n'empêche pas le juge de la faire inculper le lendemain. Sauf que bon, les médias et l'opinion publique peuvent dire ce qu'ils veulent, il y a des règles à respecter. On peut pas incarcérer les gens sans preuve. Le temps est venu de remettre un petit peu d'ordre dans toute cette enquête. Le 18 juillet 1972, Henri Pascal est obligé de relâcher le roi. Face aux médias, le mec se remet absolument pas en question, il dit même que ça ne fait que renforcer sa conviction que le roi est coupable, qu'il est aidé par des gens haut placés. 2 jours plus tard, la Cour de cassation le dessaisit du dossier pour ne pas avoir respecté la présomption d'innocence. Là aussi, la gauche prolétarienne et les habitants de Bruay font savoir leur mécontentement. Quoi qu'il en soit, avec tout le vacarme qu'on a fait autour de cette affaire, le dossier passe à l'échelle nationale et on le confie à un juge de Paris, Jean Sablérol, qui reprend tout depuis le début. Comprend vite qu'il n'y a pas grand chose contre Monique Mayer et il l'a fait libérer le 31 juillet. Et après ça, plus rien. Pendant plusieurs mois. Faudra attendre le mois d'avril 1973, soit 1 an après les faits, pour un nouveau rebondissement. Les nouveaux enquêteurs vont alors s'intéresser à un des camarades de Brigitte, Jean-Pierre Flahaux. Flahaux, c'est tout le contraire de Pierre le Roi. Il est orphelin, élevé par son père, il a arrêté l'école assez tôt et à part traîner dans les rues et chourer des trucs dans les magasins, il fait pas grand chose de sa vie. Par contre, avec le meurtre de Brigitte, Jean-Pierre, il chôme pas. Il suit le juge Pascal à la trace, il témoigne dès qu'il peut devant les médias, il participe à toutes les reconstitutions et manifestations du comité pour la vérité et la justice, et si vous vous souvenez, Brigitte l'avait croisé en sortant de chez elle ce soir-là, et elle avait un peu discuté avec lui. Les enquêteurs vont alors jouer là-dessus en lui faisant croire qu'un témoin l'a vu sur les lieux du crime ce soir-là. Le 18 avril 1973, Jean-Pierre Flahaux avoue finalement être l'auteur du meurtre. Il dit que le fameux inconnu à col roulé qui traînait rue de Ranchicourt, c'était lui. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ce fameux soir d'avril 1972 ? Flahaux explique qu'il avait donné rendez-vous à Brigitte, qu'ils avaient un peu chahuté, et qu'elle serait tombée sur la tête. Après quoi, il aurait traîné puis transporté le corps jusqu'au fond du terrain vague avec une brouette à charbon. Le souci, c'est que sa version, elle tient pas du tout la route. Les enquêteurs lui font remarquer que Brigitte, elle est pas morte d'un coup à la tête, elle a été étranglée. Alors il rajoute qu'après être tombée, elle lui a fait des reproches, ça l'a énervé, alors il l'a étranglée. Comment ? À main nue. Là-dessus, on ressort le rapport du légiste qui dit que Brigitte, elle a été étranglée, mais avec un lien souple. Mais maintenant, ça y est, il s'en souvient. Il y avait un foulard pas loin, ça tombe bien, hein. Et pour couronner le tout, le légiste précisait que Brigitte avait été transportée par 2 personnes en la tenant par les poignets et les chevilles. Et pendant la reconstitution, Jean-Pierre la traîne en la grippant par les aisselles. Vous l'aurez compris, ça semble peu probable que Jean-Pierre soit l'auteur du meurtre. Est-ce que c'était sous pression policière ou pour se faire mousser ? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, le jeune homme finit par revenir partiellement sur ses aveux, mais ça n'empêche pas de passer par la case procès. N'ayant pu trouver des éléments pour les incriminer, la justice prononce une ordonnance de non-lieu en faveur des époux Leroy. Et ouais, parce qu'entre-temps, Monique Béguin-Mayer, elle a pu se marier avec son notaire. Jean-Pierre Flahaux, de son côté, est jugé à huis clos, devant le tribunal pour enfants de Paris. Mais dans ce procès, il peut compter sur un soutien de taille, la famille de Brigitte, qui reste convaincue de la culpabilité de Leroy et qui demande expressément à son avocat de plaider pour son acquittement. Du coup, malgré le fait qu'il y ait des aveux, la partie civile
ville met en avant le manque de preuves matérielles et la possible existence d'un pervers sexuel qui se serait attaqué à d'autres femmes de la région. Le 15 juillet 1975, Jean-Pierre Flahault est donc acquitté au bénéfice du doute. Un jugement qui sera confirmé par la cour d'appel l'année suivante. Après ça, il se passe plus grand chose, si bien qu'en 1981, l'affaire est classée sans suite. En l'attente d'un nouvel élément, l'enquête est mise de côté et en 2005, le crime est prescrit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on attrape le coupable, il n'y aura pas de peine. L'affaire restera donc à jamais sans coupable. Mais bon, ça n'empêche pas de développer quelques théories. Selon Daniel Bourdon, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Fils de mineur et né à Bruay, cet ancien policier était adolescent au moment des faits, et en vieillissant, ça a commencé à le travailler. Alors une fois à la retraite, il s'est mis à enquêter. Et apparemment, entre le passage du temps et le fait qu'il venait du coin, ça a incité les gens à parler. En 2017 et 2018, il publie 2 livres dans lesquels il expose 2 pistes. D'une part, il aurait retrouvé 2 hommes qui auraient été payés pour déplacer le cadavre de Brigitte sur le terrain vague, probablement dans un contexte de prostitution ou de partie fine. Bon, ok, le profil de la victime ne colle pas du tout, mais bon, peut-être qu'elle a été confondue avec quelqu'un d'autre. Dans le 2e livre, il dit avoir retrouvé la femme du coupable, un ancien facteur qui aurait quitté précipitamment la région après les faits, et son épouse, elle avait apparemment trop peur de parler. Une théorie intéressante, mais qui pourra jamais être vérifiée vu qu'il y a la prescription. Du coup, si Bourdon révèle son identité, cet homme, il aurait le droit de le poursuivre. Bon, jusque-là, j'ai fait de mon mieux pour me concentrer sur les faits, mais vu qu'il n'y aura jamais de coupable, je vais terminer cette vidéo en vous donnant mon avis, pour ce qu'il vaut, bien évidemment. Personnellement, je pense pas que Pierre Leroy et Monique Beguer-Mayer soient coupables. Je retiens notamment une interview de Madame Mayer qui disait que s'ils étaient effectivement responsables, vu qu'ils étaient ensemble ce soir-là, qu'on a retrouvé le corps que dans l'après-midi, ils auraient eu largement le temps d'accorder leur récit, et ils auraient certainement pas laissé le corps à quelques mètres de sa maison. Je crois pas non plus à la culpabilité de Jean-Pierre Flahault. Que ce soit par pression policière ou pour faire de l'épate, sa version des faits, elle colle pas du tout avec les conclusions des légistes. Quant aux pistes de Daniel Bourdon, ça se défend. C'est possible que Brigitte se soit retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Idem pour l'ancien facteur. Le souci, c'est que, étant donné qu'on peut pas désigner de coupable publiquement, il y aura jamais de procès et donc il y aura jamais de vraies conclusions. Je reste quand même disponible pour en discuter dans les commentaires tant que c'est fait avec respect. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle série. Salut!